C'est pas grave s'il n'y a pas le son. On n'a pas besoin du son. C'est pas grave s'il n'y a pas le son. Il y a... Et même s'il nous gêne, on tac. Ok. Le direct est lancé si jamais. Ça fonctionne? Ouais. Bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Stoney. On est réunis encore une fois ici pour parler d'un manga qui tient à cœur. Ouais. Qui s'appelle Alice in Borderland. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, il y en a qui connaissent très bien. Sur le live, je pense que tout le monde connaît. Sur le live, ça devrait connaître. Je ne sais pas si des gens sont là pour l'instant. Ok. Bon, oui, il y a bien des personnes qui sont venues. Et donc, Caroline Giraud, une de tes spécialités, c'est Alice in Borderland, mais aussi la... Beaucoup de choses, la philosophie, oui. Et la philosophie, voilà. Les maths aussi, mais ça ne servira pas trop. Voilà, mais là, ça ne servira pas trop. Là, c'est surtout pour faire les liens philosophiques avec Alice in Borderland, c'est ça? C'est l'idée aussi, faire les liens avec l'œuvre de Lewis Carroll, puisque, bon, comme le nom l'indique, c'est inspiré en partie de Alice au Pays des Merveilles. En tout cas, il y a beaucoup de références et de clins d'œil à Alice au Pays des Merveilles, et on va voir ça. On va voir ça. Mais avant ça, on va quand même présenter un petit peu Alice in Borderland, avec déjà la présentation de son auteur, qui s'appelle Aso Aro. Alors, je vais essayer de pas me planter. Voilà, donc c'est lui. C'est un auteur qui est né en 1980, comme moi. Et voilà, et sa première histoire, il l'a créée en 2004. Donc voilà, à 24 ans, ce qui est somme toute assez correct pour un mangaka. Il y en a qui démarrent plus jeunes, il y en a qui démarrent bien plus tard. Et qui est sorti dans le Shonen Sunday, donc un des gros magazines shonen du Japon. Pas le plus gros, mais quand même un gros magazine, qui a quand même abrité des mangakas comme Takahashi Rumiko, c'est l'auteur de Ranma and Lee, pour faire vite, Adachi Mitsuru, qui est l'auteur de Touch, ou même du Tezuka, et du fameux détective Conan. Et là, je pense que beaucoup de gens connaissent. Voilà, ça c'était juste pour recontextualiser. Sa première histoire s'appelait Younge, et j'ai pas trouvé d'image, d'illustration de ce manga-là. C'est dommage, voilà. À savoir, à noter quand même que ce monsieur, il a été l'assistant de Raiko Makoto. Alors, pareil, c'est pas un nom qui parle, mais... tac. Raiko Makoto, c'est l'auteur de Gashbel, de Zatchbel, pardon. Là, c'est une version postérieure à Zatchbel. Et donc, il a travaillé là-dessus. C'était quand même un manga de longue durée, hein, sur 33 volumes. Donc voilà, c'est comme ça qu'il a fait ses premières armes dans le manga. Et puis, en 2007, il devient professionnel et il crée Onigami Amon. Et là aussi, je ne crois pas que j'ai trouvé d'illustration. Son premier succès, série en 7 volumes quand même, mine de rien, de 2009, c'est Hide and Closer. Et ça, c'est sorti en France. J'aurais bien aimé avoir un Tecos quand même. Voilà, Hide and Closer. Donc ça a été édité chez nous. Alors le souci, c'est que maintenant, c'est assez compliqué à trouver. D'ailleurs, si vous regardez sur le logo, c'est le logo Delcourt. Alors que maintenant, la boîte Delcourt n'existe plus, c'est Delcourt Tonkam. Et puis, ensuite, 2 ans après, Imawa no Kunino Alice, son gros carton avec 18 volumes. Bien évidemment, c'est Alice in Borderland, vous l'aurez deviné, avec pas mal de spin-off. Alors, ça marche plus. Reste appuyé un peu longtemps. Un petit peu. Il ne devient pas rouge? Non. Il devient pas rouge, mais sinon je te passe le micro, c'est pas un problème. Non, c'était le temps que tu cherches les images pour parler des spin-offs. Je peux. Donc, deux spin-offs majeurs, Alice on Border Road, qui est sorti un peu après et qui reprend, enfin qui est assez différent, qui reprend une histoire vraiment complètement différente et on se rend compte assez tard dans le manga. Est-ce que tu aurais des piles, s'il te plaît, parce que ça marque avec nos le batteries. premier. Puis très récemment, il me semble que c'est sorti en français il y a 2 ans, Alice in Borderland Retry, qui est donc là directement une suite et vraiment présentée comme une suite. En automne, comme ça. avec il y a une histoire de jeu dans les Borderlands, on expliquera plus tard, donc avec un nouveau jeu inédit qui tient sur 2 tomes. On va se repasser le micro. On va se faire le ping-pong du micro pour l'instant. Désolé, petit souci technique, mais bon, qui n'en a pas. Et puis, la série a quand même assez bien marché. Donc là, tu as parlé, parce que j'ai entendu, de Alice in Borderland Retry, et puis On Border Road, c'est ça. On peut vous montrer rapidement quelques extraits aussi.
Donc le On Border Road, qui est ici, voilà. C'est une série en, je sais plus combien, il y a quand même quelques volumes sur le Border Road. 8. 8. Et, je sais pas, j'ai cru que quelqu'un me tendait quelque chose. Alors que Retry, c'est sur 2 volumes, ouais. On n'a pas parlé, mais à cette époque-là, Alice in Borderland a eu droit aussi à quelques OVA. Alors les OVA, c'est des épisodes, mais qui sont diffusés surtout pour le circuit interne, ça passe pas à la télévision. Et ça donnait quelque chose comme ça. Aussi, elles sont, tu vois. Elles sont toutes assez fidèles, hein, j'ai l'impression. Alors oui, je l'ai vu il y a un petit moment, mais donc ça reprend juste les 3 premiers tomes. Ça me semble très fidèle. J'ai pas vu une différence majeure, hein, honnêtement. Mais bon, ça fait un petit moment que je l'ai vu quand même. Donc, alors en l'occurrence, en particulier le premier épisode est complètement fidèle au manga. Ça, si je précise ça, c'est parce qu'il y a eu ensuite, on en parlera tout à l'heure, une adaptation en live action sur Netflix qui a changé complètement le premier épisode. En fait, le premier tome ne correspond pas beaucoup au premier épisode, alors sûrement pour des raisons budgétaires, parce que s'ils avaient voulu tourner ce premier tome en série, ça aurait quand même coûté assez cher, donc ils ont fait quelque chose de différent, qui est pas mal aussi. Mais voilà, sur ces petits épisodes d'animé, il y avait vraiment le jeu original du premier épisode. Et puis le monsieur Aso Haro, bah, il ne s'est pas arrêté là, hein, il n'a pas fait qu'Alice in Borderland, et il a continué là, et en ce moment, une de ses... Alors il est sur 2 séries, il est sur une série qui s'appelle Sex Chan, qui vient juste de sortir et qui est seulement pour l'instant disponible en version dématérialisée. Voilà, donc ça c'est pas encore arrivé en France, c'est assez récent, si je ne dis pas de bêtises, l'année dernière je crois. Et puis bah, il a bossé, et il bosse encore toujours sur Bucket List of the Dead. Alors ça, peut-être que vous connaissez. Ouais, j'ai lu le début, et les 3 premiers. Donc série en cours, en manga bien entendu, mais on a aussi eu un animé. Alors ça je savais pas par contre, il y avait un animé de Bucket List of the Dead. Bon, il veut pas lancer le truc, mais il y a eu un animé et aussi un live action. On va regarder vite fait à quoi ça ressemble, puis tu connais le pitch un petit peu de Bucket List of the Dead? Oui, alors j'ai lu un petit moment quand même les cheveux creux en attendant, donc si je me trompe pas, il y a une invasion de zombies ou un virus qui fait qu'on se retrouve avec des zombies, et le personnage principal se fait une liste des 100 choses qu'il veut faire avant de mourir, vu qu'il voit que la fin du monde est proche. Et bon, c'est des choses assez fantaisistes sur sa liste, mais il se met en quête de les réaliser. C'est à peu près le seul souvenir que j'en ai. Oui, mais c'est à peu près ça. Et ouais, il a tellement les glandes, et en fait, pour lui, les zombies, c'est une bouffée d'oxygène. Et alors ouais, simplement pour dire que sur Bucket List... Ça va retrouver des thèmes qu'on a chez Alice in Borderland, le fait qu'un monde apocalyptique comme ça devienne une raison de profiter de la vie pour le personnage principal qui va changer de rapport à l'existence. Donc visiblement un thème qui lui tient à cœur, et ce qui est cohérent avec, en fait, sur l'édition de Alice in Borderland, la classique, sur les couvertures, il y a des petits morceaux d'interview à chaque fois de l'auteur. Et il précise que c'est vraiment un thème qu'il aime bien, effectivement, sur plusieurs petits bouts d'interview. Le passage proche de la mort, la réflexion sur ce que la mort va apporter au vécu de l'existence, etc. Alors, à noter que ce soit sur le spin-off On Border Road ou que ce soit sur Bucket List of the Dead, Aso Haro est crédité simplement au niveau du scénar et pas au niveau du dessin. Il sait dessiner, hein, il a dessiné bien sûr Imawa no Kuni no Alice, mais pas sur ces dernières séries. Et donc, ben voilà, après cette petite présentation de Alice in Borderland, ben, est-ce que tu pourrais nous parler d'Alice, le vrai, l'original? L'original. Donc c'est un conte que tout le monde connaît, écrit par Lewis Carroll. Lewis Carroll qui est professeur de mathématiques. Ça tombe pas forcément pour quelqu'un qui a écrit un conte pour enfants comme ça. Donc professeur de mathématiques et de logique à Oxford, qui a écrit plusieurs traités de logique. Pas tous traduits en français, mais on peut en trouver. C'est assez simple à lire. Il est assez pédagogue puisqu'il est vraiment axé sur la transmission de ses connaissances. Et Alice au Pays des Merveilles, justement, est un conte qu'il a écrit à l'origine pour
pour faire apprendre la logique aux enfants. Donc c'est un conte, mais le personnage se retrouve, en suivant le lapin dans son terrier, dans un monde qui est absurde, donc au sens logique, où les choses ne se passent pas comme elles se passent logiquement dans le vrai monde, et qui va essayer de comprendre ce qui se passe dans ce monde en se faisant des réflexions. Et l'idée, c'est de voir sur plusieurs situations. Donc le personnage Alice va se demander à chaque fois, va faire des raisonnements, certains qui sont bons, certains qui ne le sont pas, certains qu'elle a le droit de faire. Et l'idée, c'était vraiment de montrer aux enfants comment il faut raisonner. Alors, je vais prendre quelques exemples de passages très connus d'Alice au Pays des Merveilles. Alors au tout début, elle descend dans le terrier du lapin. Elle le suit, elle se retrouve devant différentes potions ou différents gâteaux où c'est écrit « Mangez-moi, buvez-moi ». C'est repris par Disney assez bien, donc c'est oui, je assez pense que connu. tout le monde connaît la trame classique de Alice. Donc il y a plusieurs épisodes où elle va grandir puis rétrécir d'un coup. Et suite à ça, elle commence à se poser des questions sur qui elle est, est-ce qu'elle a changé d'identité, est-ce que c'est une personne différente parce qu'elle n'arrête pas de se transformer. Et elle va se comparer avec deux de ses camarades de classe. Alors ça c'est moins connu, mais c'est pas dans le Disney. Mais dans le livre, c'est vraiment un point de logique. Elle va se dire, bon, je suis sûre que je ne suis pas Ada parce que Ada a les cheveux frisés et moi pas, donc je ne suis pas elle. Je ne suis pas Mabel non plus parce que, bon, c'est assez rigolo comme passage, elle dit, parce que Mabel ne connaît pas grand-chose, moi je connais beaucoup de choses, donc je ne suis pas devenue Mabel, tout va bien. Et elle finit par se dire, enfin elle essaie de réciter ses tables de multiplication, elle se rend compte qu'elle n'y arrive pas trop, elle se dit, mince, ça y est, je ne sais plus rien, je suis devenue Mabel. Alors en fait, bon, dans le jargon logique, là, Lewis Carroll interroge la condition nécessaire et la condition suffisante. Pour être Mabel, c'est nécessaire de ne pas connaître beaucoup de choses, ça fait partie de son identité, mais il y a d'autres gens que Mabel qui ne connaissent pas beaucoup de choses, donc ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc c'est une distinction de logique qu'on apprend assez vite, qui est illustrée ici de façon très imagée, donc par ce personnage qui se pose des questions. Et ce qui est marrant, en fait, c'est quand même... Excuse-moi de te couper, ouais. Mais voilà, c'est un peu ce qui se passe quand vous faites des rêves. Les gens qui font des rêves lucides, ils doivent se poser la question d'une certaine logique. Par exemple, pour savoir si tu es dans un rêve ou non, une des techniques, c'est de regarder sa main. Et si sa main, elle peut changer de forme, c'est qu'il y a un bug. Alors, le problème avec ça, c'est que tu pourrais très bien actuellement être en train de rêver que tu as cette connaissance que regarder ta main. Ouais, mais si tu fais sur plein de choses, ça fonctionne. Oui, mais bon, c'est un petit problème philosophique qui se pose ici quand même. Alors bon, le thème du rêve, de toute façon, chez Alice, c'est quand même présent, puisque la fin d'Alice au Pays des Merveilles, je pense que je spoil la personne si je dis qu'elle se réveille à la fin, et que le Pays des Merveilles donc était un rêve, donc c'est forcément avec comme réflexion. Alors il y a un autre passage, bon, le même genre, c'est juste pour donner un deuxième exemple. Un autre passage très connu, quand elle prend le thé chez le chapelier et le lièvre de Mars. Le chapelier lui dit, tu devrais, alors je ne sais plus dans quel sens c'est... tu devrais dire ce que tu penses. Voilà, il lui dit ça et elle répond, mais je pense ce que je dis, en tout cas je pense que c'est la même chose. Mais dire je dis ce que je pense et je pense ce que je dis, bah, ça n'a pas le même sens. C'est pas pareil. Donc le chapelier lui explique, en fait là on a vraiment un cours de logique en quelque sorte dans cette scène-là. Il lui dit, bah non, c'est comme si tu dis je vois ce que je mange ou je mange ce que je vois. C'est pas pareil, puisque bon, si je vois ce que je mange, ça veut dire que tout ce que je mange je vais le voir. Si je mange ce que je vois, bon, bah, je mange la chaise et je mange l'ordinateur, je mange le livre, ça donne pas du tout le même sens. Donc et on a à chaque fois l'esprit mathématique. Voilà, bah, c'est de la logique. Donc, oui. Donc on a beaucoup de passages comme ça qui vont présenter un petit problème logique. Alors parfois qui est résolu, dans le cas du chapelier, on lui explique clairement comment il faut réfléchir et quelles sont les règles à suivre. Dans le cas du début, non, bon, il faut savoir que c'est... Mais ça peut... L'exemple du début où elle se dit je connais pas grand chose donc je suis pas Mabel, je pense que c'est un truc qu'un enfant peut se rendre compte par lui-même que ça marche pas. Il y a d'autres gens qui connaissent pas grand chose et donc voir que là c'est un raisonnement qui ne tient pas, logiquement. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la fascination que peuvent avoir les Japonais par rapport à... J'ai l'impression que les piles vont me lâcher aussi. On verra bien. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la fascination des Japonais pour ce conte d'Alice au Pays des Merveilles, puisque je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du terme isekai. Isekai qui signifie autre monde. Donc il y a, on va dire, une grosse vague de mode sur les mangas isekaiisants, comme on pourrait les appeler, depuis 15-20 ans. Mais quand on regarde, le précurseur, c'est Alice au Pays des Merveilles aussi, c'est-à-dire entrer dans un monde totalement différent. Et moi, en tant qu'entité, qu'est-ce que je fais dans un paramètre qui est totalement différent? De toute façon, Alice, il me semble que c'est un personnage, ou le lapin, un personnage qui revient sur plusieurs œuvres. Il y a Alice in Borderland, alors je sais que dans un des personnages, il y a une référence, un des jeux vidéo, personnage, une référence au début à Alice et au lapin.
Et puis ne serait-ce que des autres adaptations d'Alice, il y en a plein. On n'a pas fait la liste, mais bon. Et puis, alors, donc c'est un thème. Oui, bon, pour faire des Vas-y, liens. Alors, continue. il y a autre chose qui est que Lewis Carroll aime beaucoup, ça va être tout ce qui est retournement. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver en fait dans Alice in Borderland très fortement. Donc on voit que il n'a pas juste repris les personnages ou les thèmes. Bon, on verra plus tard les personnages, on va s'arrêter assez longuement dessus, je pense. Les personnages d'Alice in Borderland sont quasiment tous inspirés d'un des personnages d'Alice au Pays des Merveilles, mais il y a aussi beaucoup l'aspect retournement. Il aime bien prendre les choses à l'envers. Alors il y a un exemple moins connu parce qu'il n'est pas dans Disney, mais dans le deuxième tome, donc Alice de l'autre côté du miroir, elle rencontre la Reine Blanche qui a la capacité de se souvenir de l'avenir. Donc normalement on se souvient du passé, voilà, il fait ce genre de retournement. Là on a un personnage qui se souvient de l'avenir. Dans le même tome, donc la Reine Rouge doit courir pour rester au même endroit. Donc elle est dans une zone où pour rester au même endroit, il faut courir le plus vite possible pour ne pas bouger. Alors, toujours pas très connu, ça n'a pas trop été repris par Disney, c'est embêtant, mais dans le premier, donc dans Alice au Pays des Merveilles, cette fois, il y a un personnage qui est aussi dans Alice in Borderland d'ailleurs, c'est la simili-tortue. Alors la simili-tortue, c'est un personnage qui dit qu'avant c'était une vraie tortue et c'est devenu une simili-tortue. Alors que normalement, si on fait un objet en simili-cuir, c'est quelque chose qui n'est pas du cuir. On essaie de faire ressembler à du cuir, mais là c'était une vraie tortue. Et elle est devenue quelque chose qui ressemble à une tortue, mais qui n'est pas une tortue. Donc ce genre de retournement est très fréquent aussi dans toutes les œuvres de Carroll. C'est quelque chose vraiment il aime beaucoup. Encore plein de liens avec les mathématiques et la physique, une des branches des mathématiques, parce que quand tu parles de se souvenir du futur, c'est le principe de réversibilité. Alors c'est plus compliqué en physique parce qu'il y a différentes théories sur le temps et je ne vais pas rentrer là-dedans là tout de suite. C'est un petit peu compliqué. Ouais, mais c'est casse-tête, mais il y a voilà. différentes théories sur le temps, c'est pas forcément... Enfin, à l'époque de Carroll, c'était très clairement absurde parce que la théorie dominante sur le temps, c'était celle de Newton qui dit que le temps se crée au fur et à mesure. Le passé n'existe pas, le futur oui. Bon, maintenant, aujourd'hui, en physique très contemporaine, il y a quelques théories qui vont un petit peu remettre ça en question, donc ça devient plus complexe, mais ça peut rendre encore plus intéressant l'œuvre de Carroll qui reprend l'actualité à cause de ça. Voilà, et donc on voit bien, alors bien évidemment on va au-delà du titre, Alice in Borderland, Alice in Wonderland, mais voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tous ces liens, de tous ces ponts qu'il peut y avoir, et les différents clins d'œil aussi qui sont faits à l'œuvre de Lewis Carroll? Je vais commencer par les personnages, parce que tous les personnages, enfin quasiment tous, sont une référence, et dans l'esprit retournement que Carroll vraiment aime bien, les personnages aussi, en quelque sorte, sont retournés. Alors, bon, ça va être l'occasion de dire un petit peu de quoi parle Alice in Borderland. Donc, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Alice. Donc, déjà, on a la petite fille qui devient le jeune homme. Il y a un petit retournement qui est fait sur le personnage principal, qui s'ennuie dans son monde. Ça correspond assez bien au début d'Alice au Pays des Merveilles, puisqu'elle s'ennuie pendant que sa sœur lui lit un livre. Donc, il s'ennuie et il espère découvrir un autre monde où pourrait exister plus pleinement, bon, sauf qu'il va arriver dans un monde pas du tout des merveilles, mais un monde apocalyptique où il va être forcé, pour gagner des jours de visa dans ce nouveau pays, de participer à des jeux mortels. Donc on a aussi le retournement, on passe du pays des merveilles au pays des horreurs, si on veut, puisqu'il arrive donc dans ce monde apocalyptique. Donc ici, il va rencontrer une alpiniste, qui s'appelle Usagi, donc c'est le mot, on l'a vu tout à l'heure aux prises, le mot japonais pour dire lapin. Donc il rencontre ce lapin qui est cette fois une jeune fille et qui ne descend pas d'un trou, puisque c'est une alpiniste. Alpiniste, elle monte. Elle monte, donc à nouveau un retournement. Alors un autre personnage qui est un petit peu retourné, donc il y a le chat du Cheshire dans Alice au Pays des Merveilles qui devient Shishiya. Le nom est proche et c'est probablement la prononciation japonaise du personnage. Voilà. Ça doit être pratiquement la même chose. Donc le chat du Cheshire est connu parce que il a ce grand sourire, c'est le chat rose avec le grand sourire. Il sourit toujours, son sourire disparaît en dernier. Shishiya dans Alice in Borderland, c'est un personnage très froid qui ne va jamais sourire justement, qui ne comprend pas les émotions, donc qui est vraiment très très froid tout le temps. Donc on a à nouveau ce retournement sur le personnage. Alors pour faire d'où il y a la simili-tortue, j'en ai parlé tout à l'heure, alors elle apparaît très brièvement, là il n'y a pas trop de retournement, c'est plutôt une référence. Dans Alice au Pays des Merveilles, la simili-tortue sert juste à raconter son histoire, c'est la Reine de Cœur qui dit à Alice, va écouter l'histoire de la simili-tortue, elle lui raconte son histoire. Et dans Borderland, c'est un personnage qui juste va filmer ce qui se passe autour parce qu'il veut raconter son histoire et il veut qu'il y ait une trace de lui qui reste.
Donc il y a une référence à ce personnage aussi. Alors bon, un gros personnage très connu de Alice au Pays des Merveilles, ça va être la Reine de Cœur, qui donc joue à un jeu de croquet un peu absurde, avec des hérissons à la place des balles et des flamants à la place des crosses. Des crosses, ouais. Des crosses. Ouais, je pense que c'est des crosses. Ouais, des crosses. Donc ce personnage est aussi dans Alice in Borderland, il y a des jeux mortels auxquels il faut jouer. Bon, c'est le dernier jeu, donc c'est le boss final de Borderland reprend cette Reine de Cœur, et il y a un... Bon, c'est pas vraiment un retournement, mais Lewis Carroll aime bien les jeux de mots aussi. Alors la Reine de Cœur est connue pour qu'on lui coupe la tête. Le fameux. Voilà, le fameux qu'on lui coupe la tête, donc elle veut faire perdre la tête à tous ceux qui lui désobéissent. Le jeu de la Reine de Cœur de la fin consiste à, pour gagner, il faut justement ne pas perdre la tête, au sens où elle fait tout ce qu'elle peut pour nous faire devenir fous. Elle fait boire des psychotropes aux personnages, donc elle essaie de les rendre fous, de leur faire perdre la tête au sens figuré. Et il faut éviter de perdre la tête dans ce jeu final. Je ne sais pas si je peux parler d'autres personnages. Je peux parler longtemps des personnages, il faut juste arrêter ici. Et donc, par rapport à la philosophie, bon, on a déjà vu pas mal de choses. Est-ce qu'il y a d'autres liens? Est-ce que tu as d'autres pistes par rapport à tout ça? Alors, oui, alors l'œuvre sur les deux, la plus philosophique, on va dire, c'est celle de Carroll, quoi qu'il arrive, puisqu'elle est... c'est une œuvre de logique. Alors, il y a d'ailleurs un nouveau retournement qui est fait encore sur cette question philosophique, puisqu'il y a deux sens absurdes, en fait. Deux sens possibles. Absurde, c'est soit au sens logique, ça veut dire quelque chose qui n'est pas bon logiquement, qui ne marche pas. Ça, c'est ce qu'on trouve donc dans l'œuvre de Carroll. Alors, comme il y a toute cette réflexion autour de l'absurdité logique dans Alice au Pays des Merveilles, c'est vraiment une œuvre qui est intéressante philosophiquement. Il y a des réflexions sur le sens de l'impossible. Il y a eu un passage avec la Reine Blanche, il me semble, où Alice dit « je ne peux pas croire ça parce que c'est impossible, il ne faut pas croire quelque chose d'impossible ». La Reine Blanche lui répond « mais parce que tu t'entraînes pas assez, tu n'as qu'à t'entraîner plus. Moi je m'entraînais quand j'étais petite et des fois j'arrivais à croire 6 choses impossibles par jour ». Donc ça balançait une réflexion sur la croyance, sur ce qu'il est possible de croire ou pas. Est-ce que vraiment on peut croire que 2 plus 2 égale 5? Est-ce qu'on peut y arriver alors que c'est quelque chose qui est logiquement impossible? Donc il y a aussi des scènes sur la recherche de la vérité. Alors il y a un procès, je vais sûrement en reparler après, un épisode que j'aime beaucoup dans Borderland. Il y a un procès du valet de cœur qui aurait volé des tartes. Et c'est d'abord on pense qu'il est coupable et après on essaie de prouver qu'il est coupable. Donc il y a aussi une réflexion sur la recherche de la vérité, dans quel sens il faut le faire. Normalement d'abord on cherche les preuves, ensuite on tire des conclusions. Bon là ils ont la conclusion, ils vont donc interpréter toutes les preuves de telle sorte à ce que ça fonctionne avec leurs conclusions. Et alors ça en philosophie, c'est la réflexion sur les biais cognitifs, le fait qu'on va avoir plus tendance à croire d'abord quelque chose, puis chercher ce qui valide. Oui. Plutôt que d'abord réfléchir et ensuite tirer des conclusions. Donc déjà dans l'œuvre de Lewis Carroll, effectivement, en plus de tout ce que j'ai dit avant, il y a beaucoup de points de réflexion philosophique qui sont intéressants. Alors dans Borderland, c'est pas exactement la même chose, puisqu'on a un nouveau retournement qui est fait. On passe d'une œuvre d'absurdité logique, où les choses sont logiquement impossibles, logiquement absurdes, à un absurde existentiel. On se retrouve dans un monde où il cherche le sens de la vie. Alors typiquement, Alice de Wonderland, elle cherche à comprendre le fonctionnement, à comprendre ce qu'on lui dit, donc à vraiment comprendre la partie logique du monde. Alice, c'est pas ça. Alice de Borderland, il cherche pourquoi il est là, pourquoi ses amis sont morts, pourquoi il a besoin de vivre, pourquoi il a besoin de se battre. Donc c'est un autre type d'absurde. On parle aussi d'absurdité de l'existence, mais c'est pas le même absurde que l'absurde logique. Donc on a un passage de vraiment la logique, le truc le plus froid possible, le moins humain, à une quête existentielle, donc très humaine de l'autre côté. Alors philosophiquement, c'est un petit peu moins fort parce que pour moi, c'est pas vraiment de la philosophie, c'est peut-être en plus sur la psychologie. Okay. D'ailleurs, c'est présenté comme tel puisqu'il y a pas mal de notions psychologiques qui sont citées dans Alice in Borderland. Alors, au tout début, donc dès les premières pages à l'ouverture, il nous parle du syndrome de Peter Pan, qui est un terme de psychologie. Oui, c'est assez flagrant. Ouais, ça vient, voilà, je ne sais pas si ton micro il marche encore d'ailleurs. Comment? Je ne sais pas si ton micro il marche encore. Il marche moins bien, mais j'aurais l'air de fort. Enfin, il faut vraiment que je parle fort dedans et ça fonctionne. Donc il y a ce syndrome de Peter Pan qui est cité très vite. Alors il y a le third man factor, c'est dit en anglais dans la traduction française. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'on n'a pas de traduction de ce phénomène en français ou si le traducteur ne savait pas. Donc c'est un phénomène quand des personnes sont dans des situations extrêmes.
Quand elles sont perdues en montagne, par exemple, plusieurs personnes ont témoigné du fait qu'elles voyaient des fantômes de leurs proches ou des images de leurs proches qui les aidaient à survivre. Donc on a ça qui est cité aussi et qui apparaît pour un personnage. C'est un peu comme les EMI, non? Alors, je ne voulais pas spoiler, donc on va essayer de parler des EMI. Alors oui, bon, il y a vraiment un énorme lien avec ça dans l'œuvre, mais on a dit no spoil pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on ne va pas dévoiler trop. Oh, moi, j'ai rien dit, j'ai juste dit EMI. Oui, mais bon, en fait, je lance sur les EMI, j'ai des trucs à dire sur les EMI. Alors, il y a un autre, bon, le gros point psychologique d'Alice in Borderland, c'est le syndrome de la culpabilité du survivant. C'est celui-là qui fait vraiment le gros thème, il me semble, de l'œuvre. Donc c'est ce qui arrive quand il y a des survivants de catastrophes. Ceux qui ont survécu ont tendance à se sentir coupables parce que eux sont restés vivants. Pourquoi alors eux que, voilà, pourquoi eux? Il n'y a pas de raison d'être restés vivants alors que les autres sont morts. Et alors ça me semble être vraiment le gros thème. Alors déjà c'est cité à la fin, on en parle à la fin et dans la révélation de ce qui s'est vraiment passé et qu'on ne va pas spoiler donc. On parle de ce syndrome de la culpabilité du survivant et c'est quelque chose qu'on sent plusieurs fois. Le personnage d'Alice, je ne dévoile pas beaucoup parce que c'est très vite dans l'œuvre, va perdre ses amis dans un jeu, donc il va se retrouver tout seul et il va être hanté pendant vraiment tout le manga par cette question, pourquoi c'est moi qui ai survécu et pas mes amis. Donc c'est un truc très très fort dedans. Et il y a pas mal d'illustrations, alors sur les dessins, il va repenser à ses amis plusieurs fois. Alors souvent, s'il rêve ou s'il est dans une situation extrême où il ne peut plus respirer, choses comme ça, il va revoir ses amis en train de discuter sans lui, de l'exclure. Et il y a pas mal d'images qui ressemblent beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est des illustrations officielles, mais il y a pas mal d'images sur les réseaux sociaux qui représentent la dépression, des choses comme ça, avec des personnages très allongés, très sombres. Et il y a beaucoup de planches qui ressemblent à ça. Où on voit justement les trois amis d'Alice qui le regardent et qui continuent à lui parler alors que son mort et pas lui. Et donc ce thème majeur de la culpabilité du survivant, il est en lien avec les jeux de cœur. On va peut-être expliquer un petit peu le principe. Oui, parce qu'il y a 4 types de jeux, c'est ça. Alors, donc il y a plusieurs... Donc il arrive dans un monde, il doit jouer à des jeux. Et les jeux sont représentés par des cartes. Le numéro de la carte indique la difficulté du jeu, donc l'as de cœur c'est à peu près facile, le roi de cœur, reine de cœur c'est les plus durs, et la couleur va représenter le type de jeu, donc les jeux de pique c'est la physique, les jeux carreau intellectuels, les jeux de trèfle, les jeux d'équipe, et les jeux de cœur c'est les jeux psychologiques. Donc on voit que la volonté était vraiment de faire une réflexion psychologique puisque c'est ces jeux de cœur qui vont avoir la plus grosse importance finalement dans l'ensemble de l'œuvre. Parce que, donc, premier point, c'est le premier jeu de cœur qu'il va faire, c'est là où ses amis vont mourir, donc c'est un jeu qui va le marquer tout le long. Et assez vite, hein. Et assez vite. Le jeu final, le boss final, c'est la reine de cœur. Bon, la référence à Alice au Pays des Merveilles, mais bon, s'il a choisi après le cœur comme couleur du psychologique, c'est pour pouvoir faire cet effet à la fin. Et j'ai l'impression que les jeux de cœur jouent vraiment sur cette culpabilité du survivant. Ça va être un type de jeu où la plupart du temps, donc c'est des types de jeux où ils vont faire jouer notre désir de survivre. Donc le principe c'est que si on perd le jeu, on meurt. Déjà on n'a pas envie de perdre le jeu. Les jeux de cœur vont être faits exprès pour être pas très très durs comme jeu. Si on se pose et qu'on réfléchit, ils sont pas durs. Pour l'immense majorité, alors sauf le set de cœur où il perd ses amis, pour l'immense majorité des jeux, donc c'est-à-dire tous à part celui-là, c'est possible de s'en sortir sans aucun mort. Quelle que soit la difficulté, tout le monde pourrait survivre à chaque fois dans tous les jeux de cœur, y compris celui dans Retry qui est présenté. Mais c'est des jeux où ça va jamais marcher parce que comme les personnages paniquent, ils n'arrivent pas à réfléchir correctement, ils vont faire les mauvais choix. Et à chaque fois, ils vont se rendre compte qu'en fait, c'était possible de s'en sortir sans mort. Donc en fait, tous les survivants, c'est pas juste survivre, tous les survivants vont être marqués par le fait qu'ils ont survécu, mais au détriment de tous les autres. Parce qu'il y a souvent le facteur temps dans ces jeux-là. Alors il y a le facteur temps, mais parfois il n'y a même pas forcément... dans ceux qui sont prêts. Pour la reine de cœur, il n'y a pas de facteur temps. Il n'y en a pas. Le 10 de cœur, effectivement, il y a un facteur temps. Le 4 de cœur, il n'y en a pas non plus. C'est juste que c'est des jeux où... Alors le 4 de cœur, par exemple, c'est un épisode annexe qui n'est pas dans la trame principale. C'est un jeu où on gagne plus de points si on trahit les autres. Donc individuellement, ça ressemble beaucoup au dilemme du prisonnier. C'est un petit scénario, une petite expérience de pensée où on prend deux personnes, on leur donne le choix entre trahir le camarade ou coopérer. C'est de la télé-réalité, ça? Non, c'est pas de la...
Au départ, c'est un jeu créé par un économiste ou un mathématicien, mais bon. Et bon, l'idée de ce jeu, c'est que individuellement, les deux ont plutôt intérêt à trahir, parce qu'individuellement, ils vont plus gagner s'ils trahissent, mais collectivement, ils gagneraient plus si tout le monde coopérait. Et les jeux de cœur, enfin le jeu du 4 de cœur, c'est un peu cette idée-là. En fait, on se rend compte, bon, une fois que le jeu est fini et qu'on a toutes les clés en main, que si tout le monde avait coopéré, ils s'en seraient tous sortis assez facilement. Sauf que comme ils ont paniqué, comme ils ont eu peur pour leur propre vie, ils sont mis à trahir les autres pour gagner plus de points et s'en sortir, eux, au détriment des autres. Et donc là, il n'y avait pas de limite de temps sur ce jeu-là. Et il y a beaucoup de jeux où ça va être ça. On peut s'en sortir si juste on réfléchit ensemble et on se pose. Mais comme tout le monde panique et tout le monde est celui qui a peur de mourir, tout le monde va faire ce qui est dans son intérêt. Donc ça reste une réflexion psychologique. Après, quand j'ai écrit mon livre sur Alice in Borderland, j'ai fait ça, j'ai analysé ça en lien avec il y a un débat entre philosophes au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, la psychologie n'existait pas, donc c'était forcément une branche de la philosophie. Un débat entre deux philosophes, Kant et Jung, sur ce qui nous fait agir moralement ou pas. Kant pensait plutôt que c'était les désirs qui nous faisaient agir mal. Et il fallait s'imposer d'agir de façon raisonnable en obéissant à la raison. De lutter contre, donc, voilà, pour pouvoir agir moralement. Et Jung pense que ça ne marche pas. En fait, c'est pas parce qu'on sait que quelque chose est mal, donc par la raison, qu'on ne va pas le faire. Donc il pense qu'il faut qu'il y ait un désir de faire le bien. Et donc ces jeux de cœur sont quand même assez intéressants là-dessus pour essayer de voir qu'est-ce qui va nous faire agir finalement. Est-ce que c'est le désir? Est-ce que c'est la raison? On voit bien clairement sur tous les jeux de cœur que les personnages n'arrivent pas à se poser pour réfléchir et agir selon la raison. Par contre, on voit que ceux qui gagnent souvent, c'est parce qu'ils vont avoir plutôt un désir d'aider les autres. Donc c'est le désir de ne pas être égoïste qui va plutôt les faire bien participer à ces jeux. Ouais, c'est quand même une assez grosse morale. Et moi qui me fait penser à ce qui se passe en ce moment avec tout ce qui est l'épuisement des ressources et le réchauffement climatique, où il y a beaucoup de gens qui pensent individuellement alors que la solution, elle serait plutôt collective. Alors pour cette question des ressources, c'est un truc qu'on traite avec le dilemme du prisonnier dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est vraiment un modèle de pensée qui marche parfaitement avec ça, où individuellement on a plutôt intérêt à prendre le maximum nous. Alors que collectivement, ce serait mieux de partager. Et alors, c'est marrant que tu parles de ça parce que plus tard que hier soir, j'ai commencé à lire un livre, j'ai plus le nom de l'auteur, ça s'appelle Kimura Kimura, c'est une professeure de littérature qui l'a écrit, qui analyse cette question justement qui essaie de se demander, dans le premier chapitre en tout cas, pourquoi il y a autant d'œuvres actuellement, d'œuvres populaires, qui vont faire comme ça des jeux de survie, des jeux où forcément il y en a un il y a Hunger Games en film ou un livre qui est très connu du même style. Les Battle Royale là, qui sont. Il y a Battle Royale, il y a Squid Game qui a eu beaucoup de succès aussi, et qui envisage justement que c'est peut-être une frayeur qu'on a à cause. Alors elle parle des questions environnementales, c'est peut-être un truc où on se dit que de toute façon, qu'on est trop nombreux, tout le monde va pas pouvoir survivre, peut-être inconsciemment, et donc c'est un type de scénario qui va nous plaire, du coup, ce type de modèle où il va falloir faire des choix. Je ne peux pas en dire plus parce que j'ai lu que le premier chapitre hier soir. Tu reverras l'année prochaine pour nous dire la suite du bouquin. Alors, on a pas mal parlé de Alice in Borderland en manga, mais le grand public, et tu en attestes, a principalement découvert Alice in Borderland via la série... Moi-même, j'ai découvert Alice. C'est vrai? D'accord. Alors bon, j'ai découvert la saison 1 assez par hasard. Mon frère m'a dit une fois, regarde ça ressemble à Hunger Games. Je suis pas une grosse fan d'Hunger Games, mais j'ai regardé. Je trouvais ça sympa sans plus. C'est juste qu'après j'ai lu le manga, je me suis dit tiens, le manga de la série, je vais regarder. J'ai vraiment adoré le manga. Et après, ce qui a fait que ça a bien marché, bon, c'est passé assez inaperçu, il me semble, la première saison. C'est Squid Game qui a permis de faire décoller tout ça. Oui, tout à fait. Parce que 6 mois plus tard, Squid Game est sorti, ça a été vraiment un énorme succès. Et comme les gens cherchaient des séries qui ressemblaient un peu, Alice in Borderland a commencé à ressortir comme série semblable qui est sur le même modèle. Et donc quand la saison 2 d'Alice in Borderland est sortie, là ça a été un gros succès tout de suite, mais parce que les gens étaient venus dessus grâce à Squid Game. Il y a peut-être aussi le making-of, où on voit ces quartiers de Tokyo qui sont vides. Oui. Et qui ont été refaits avec de la CGI et les murs verts. Oui, voilà, j'ai regardé un peu ça a pu aussi on va dire, titiller l'esprit des gens. Donc voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette adaptation live et de voir un petit peu les points forts, les points faibles, les similitudes, les différences avec le manga? Alors oui, alors globalement je trouve que c'est plutôt une bonne adaptation. Dans l'ensemble, alors j'ai parlé du premier épisode tout à l'heure qui est très différent.
Donc ça commence sur un jeu de 3 de trèfle normalement, donc c'est censé être un jeu assez facile et qui se fait en équipe. Je pense donc que ça se passe dans une fête foraine dans le manga, il y a des lancers de flèches avec les flèches, feu. ouais. Ouais. Donc je pense que pour des raisons budgétaires, ils ont dû le changer. Parce que bon, pour la saison 2, ils avaient du budget. Pour la saison 1, ils ont fait avec les moyens du bord. Je pense qu'ils ont dû changer pour des raisons plutôt budgétaires. Et ils ont remplacé ça par un jeu où ils doivent trouver la sortie dans un immeuble en prenant les bonnes portes. Bon, c'est pas vraiment un jeu de trèfle. Ils doivent vraiment beaucoup réfléchir à la géométrie de la salle. Ça ressemble à un jeu de carreau. Bon, et voilà. Peut-être à la limite, ils auraient dû changer la couleur, on n'en parlait plus, pour que ce soit cohérent. Bon, mais passé cet épisode, la suite est quand même assez fidèle. Il y a quelques modifications, les principales sont le fait qu'ils veulent garder les 2 acteurs principaux, donc ceux qui jouent Alice et Usagi, sur absolument tous les épisodes. Parce qu'il y a de longs moments dans le manga, il y a plein d'épisodes spéciaux où on voit des personnages secondaires. Ouais. Il y a dans la saison 2, en particulier, enfin, la deuxième partie du manga, tout un moment où les deux se retirent des jeux. Alice a perdu trop d'amis, il dit je veux plus jouer, c'est fini, tant pis, j'attends de mourir à l'expiration de mon visa. Mais dans la série, je crois qu'il n'y a aucun épisode où on ne voit pas ces 2 acteurs principaux. L'idée c'était, je pense que toutes les modifications qui ont été faites pour conserver justement ces 2 acteurs principaux, quitte à modifier un petit peu... Je me permets juste de diffuser le trailer en même temps, pendant que tu parles de la saison 1. Ouais, bah comme ça, je me donnerai peut-être des idées. Alors ouais, on a Bon, il y a quelques personnages qui ont changé de caractérisation, mais je pense pas que ce soit très important. Avec ce conséquence. Le début, je me suis demandé, bon, je vais pas parler de la fin. Le début, je me suis demandé comment ils allaient s'en sortir à la fin avec le début qu'ils ont fait là, mais ils s'en sont sortis assez bien. Alors très vite, l'épisode 3, je trouve que c'est un des meilleurs adaptés de toute la série, je dirais. Enfin, si on demande l'épisode que je trouve le mieux adapté, je dirais que c'est le 3. Donc c'est celui où Alice va perdre ses amis dans le jeu. Il est très émouvant. Et il y a une petite modification qui a été faite que je trouve vraiment assez incroyable. Donc c'est un jeu de cœur, j'ai expliqué tout à l'heure, les jeux de cœur. Le principe, c'est qu'on va paniquer. Alors là, ça ne marche pas par rapport aux autres, puisque on ne peut pas tous sortir vivants de ce jeu-là. Ouais. Donc c'est un type de jeu où on va paniquer. Alors d'ailleurs, il y a un retournement, on parlait des retournements de Lewis Carroll, il y a un petit retournement qui est fait dans le jeu de cœur, puisque le principe, donc, c'est le jeu du loup et des agneaux. Le jeu est expliqué en disant, il y a le loup qui doit chercher les agneaux doivent se cacher. Donc on a un jeu normal, quoi, du loup et des agneaux. Sauf que, surprise à la fin des règles... Celui qui sauve à la fin... Celui qui survit, c'est le loup, c'est pas les agneaux. Donc finalement, les personnages se disent, mais c'est quoi ça? C'est pas un jeu, ça n'a aucun sens. Pourquoi on se cacherait alors que c'est le loup qui survit? Finalement, c'est juste tous les agneaux qui vont essayer de trouver le loup. Et c'est ce qui se passe effectivement au début. Donc on a ce retournement du jeu du loup et des agneaux qui est vraiment dans l'esprit de Lewis Carroll au départ. Et à la fin, ce qui se passe, c'est comme ils sont tous amis dans le jeu, une fois qu'ils se sont calmés, parce qu'il y en a un qui s'est caché, donc ils ont le temps vraiment de réfléchir et de discuter ensemble, parce qu'ils sont reliés par des micros tous ensemble, donc ils peuvent discuter. Finalement, tout le monde se dit, je vais laisser mon ami survivant. Donc de fait, à ce moment-là, c'est Alice qui a le rôle du loup. Ça aurait pu être un autre, ça aurait été la même fin, je pense que tout le monde se serait caché. Il y a Alice qui se met à chercher ses amis désespérément parce qu'il veut que ce soit un de ses amis qui survive, et les amis qui se cachent pour que ce soit lui qui survive. Dans le manga, sur cette fin, pendant que Alice cherche ses amis, il y a des petits flashbacks sur leur réaction au début du jeu. On voit les personnages dire mais non, mais c'est pas un jeu, c'est ridicule, on va pas jouer comme ça n'a aucun sens. Dans la série, ils ont changé, ils ont remis des petits flashs sur les règles du jeu, et je trouve ça vraiment très fort, parce qu'on voit les règles écrites qui disent les agneaux doivent se cacher, et on voit les personnages agneaux se cacher. Il ne faut pas que le loup les voie, et on les voit vraiment faire tout ce qu'ils peuvent pour que le loup ne les voie pas. Et là, alors ça me semble aussi bien, c'est parce qu'on voit vraiment l'esprit on apprend plus tard que c'est la reine de cœur elle-même qui a créé ce jeu exprès pour eux, parce qu'elle voulait briser on ne sait pas trop pourquoi, pour briser leur amitié, c'est ce qu'elle dit. Il y a toute cette histoire du syndrome de la culpabilité du vivant. Sûrement, d'ailleurs, la réaction d'Alice, dès qu'il finit, il sort seul, sa réaction c'est de s'étaler par terre et de dire je vais attendre de mourir. Donc finalement, c'est un jeu si dur, c'est que même celui qui survit, il a envie de mourir. Il en prend plein mal. Et donc le fait qu'on voit ces flashbacks sur les règles du jeu, je trouve vraiment très, très dans l'esprit de ce qui se passe, puisque finalement, on voit qu'ils agissent exactement comme c'était prévu. Elle avait prévu que les agneaux se cacheraient et que le loup les chercherait, et la reine de cœur qui vraiment les manipule tout le long a très très bien réussi son coup.
Et bon, ça, c'est un ajout de la série, et je trouve vraiment que c'est un très très bon ajout de la série. Ouais, il y a une grosse anticipation de tout, C'est de tout ce qui devrait se passer en fonction de la manière dont fonctionne chaque personnage. Alors, je pense pas trop dévoiler si je dis ça. Donc, la Reine de Cœur, on apprend qu'elle est psychologue. Et on voit encore l'aspect psychologique, hein. Le boss final est un psychologue et neurologue. Donc c'est quelqu'un qui va justement... Le jeu de la Reine de Cœur, c'est pareil, je pense que c'est un jeu où on voit Alice et Usagi jouer au jeu de la Reine de Cœur à la fin. Je pense que c'est un jeu qui est personnalisé. Elle les connaît bien, elle a eu le temps de les étudier pendant qu'ils faisaient les autres jeux. Je pense qu'elle connaît très bien leurs faiblesses et qu'elle fait un jeu où elle sait que ça va les toucher psychologiquement. Et on voit dans ce set de cœur à quel point elle est forte pour deviner comment ils vont réagir. Et c'est pour ça que le jeu de la Reine de Cœur est aussi redoutable à la fin. Elle sait parfaitement comment ils vont réagir, qu'est-ce qu'il faut dire et faire pour les faire tenter d'abandonner le jeu à la fin. Alors, on pourrait regarder peut-être aussi le trailer de la saison 2, à défaut de la saison 3. Allons-y. Alors j'attendais vraiment beaucoup la saison 2 parce que la deuxième partie du manga, je la préfère à la première. Donc la saison 1, en fait, pour ceux qui n'ont pas vu, ils jouent contre les jeux qui sont les petites cartes, donc les cartes de 1 à 10. Dans la saison 2, ils vont jouer contre les valets dames, valets reines rois. Et les valets reines rois sont des vraies personnes par contre. La Reine de Cœur est un vrai joueur qui vient jouer, le roi de pique est un vrai joueur qui vient jouer. Donc ça change un petit peu l'aspect. Et la partie concernant la plage, on la retrouve aussi Non, parce que la plage est détruite à la fin de la saison 1. D'accord. D'ailleurs, on parle de la plage pour parler un peu de l'autre aspect philosophique. Oui, parce que c'est quand même un élément très important oui, du la début. saison 1, oui. Alors, il y a des personnages de la saison 2 qui sont incognito à la plage, je ne vais pas dire lesquels. On sent que c'était un passage qui permettait de préparer aussi ce qui va se passer derrière. Alors ça, c'est un ajout de la série, d'ailleurs, ce qu'on voit. Oui, comme beaucoup d'adaptations, on ajoute des trucs, on enlève d'autres choses. Oui, pour les ajouts, peut-être parler des ajouts dans la série, parce qu'il y en a qui sont vraiment bien. Alors il y a un ajout majeur, il y a un jeu qui est à rajouter en plus, c'est la Reine de Pique, qui n'est pas dans le manga. Il y a une Reine de Pique dans la série. C'est un jeu que je trouve vraiment parfaitement dans l'esprit, à la fois du manga et de Lewis Carroll. Donc toujours dans cette idée de retournement. Tu sais si Asso Haro a participé à la création scénaristique? Non, tu sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc la Reine de Pique, c'est un jeu de pique, donc c'est un jeu physique qui doit se gagner normalement en étant le plus fort physiquement, c'est le principe du jeu physique, et que les personnages vont gagner en jouant sur la psychologie, donc comme un jeu de cœur en fait, en jouant sur la psychologie des autres personnages. Donc il y a cet aspect retournement qui est assez fidèle à l'œuvre de Lewis Carroll au départ. Je la trouve assez fidèle aussi au manga, parce que dans cette deuxième phase, il y en a deux en particulier auxquels je pense, et c'est justement les deux entre lesquels il y a la Reine de Pique, donc il y a le Valet de Cœur et le Roi de Carreau. C'est deux autres jeux où ils vont se gagner pas avec la couleur en fait. Il y en a un, c'est un jeu de cœur, c'est censé se gagner de façon psychologique, ils le gagnent bien de façon psychologique, mais les deux personnages à la fin, pour le forcer à abandonner le jeu, ils vont le torturer. Donc en fait, ils vont gagner ça d'un point de vue physique, comme un jeu de pique. Ouais. De l'autre côté, il y a le Roi de Carreau, donc qui est juste après la Reine de Pique, ça va être le même principe. Donc c'est un jeu de carreau qui est censé être un jeu intellectuel. D'ailleurs, c'est un jeu de maths, donc clairement, c'est pour ça que j'adore le Roi de Carreau. Donc c'est très clairement un jeu de maths, c'est le jeu du concours de beauté. Donc le but, c'est de deviner la moyenne des chiffres que tout le monde va choisir. Donc chacun choisit des chiffres, on fait la moyenne, il le divise par 0,8, et c'est celui qui est le plus proche de ce résultat final parmi tous les joueurs qui gagnent le point, les autres perdent des points. Donc c'est clairement un jeu de carreau. Le personnage de Roi de Carreau est quelqu'un, à nouveau, alors, il va y avoir deux personnages, donc Shishiya, le chat du Cheshire, dont je parlais tout à l'heure, qui est très froid. Le Roi de Carreau, pareil, qui va se montrer très froid pendant tout le jeu. Et le jeu va se gagner parce que Shishiya va deviner la psychologie en fait, du Roi de Carreau et faire jouer ça contre lui, pour le faire aussi abandonner la partie de lui-même. Donc finalement, on a un jeu de cœur d'abord qui va se gagner comme un jeu de pique, un jeu de carreau qui va se gagner comme un jeu de cœur, et au milieu, ils ont rajouté dans la série cette Reine de Pique qui va se gagner comme un jeu de cœur. Donc je trouve vraiment que c'est un très bon ajout. Encore pas mal de retournements alors. Voilà, c'est parfaitement dans l'esprit, c'est vraiment un très bon ajout. Bon, je pense que le but premier de cette Reine de Pique, c'est de donner un adversaire à Usagi, qui est spécialiste du pique dans le manga, et qui n'a pas de... En fait, chacun, Alice va combattre la Reine de Cœur, Shishiya va combattre le Roi de Carreau, chacun va avoir vraiment son adversaire. Elle n'a pas d'adversaire attitré comme ça, on va dire, dans le manga, ça te permet de lui rajouter un. Donc à mon avis, le premier but, c'était ça.
mais ils l'ont vraiment très bien fait. Alors, ça rentre bien dans l'esprit de tout le reste. Et donc là maintenant on attend une saison 3, toi aussi je suppose. Tu peux nous dire un petit peu tes attentes, tes craintes, ce que tu as pu voir par rapport aux indices qui ont été dévoilés sur cette saison 3. Il n'y a pas eu beaucoup d'indices. Alors, bon, jusque-là j'étais vraiment très contente de par un truc dont je n'ai pas parlé, mais vous ne voulez pas, sinon je reste pendant 1h30 du roi de pique. Bon, pour l'instant je trouve que c'est plutôt bien ce qu'ils ont fait. Je trouve que la fin de la saison 2 est très bien, elle est fidèle au manga, elle est bien mise en scène. Ça m'inquiète un petit peu la saison 3 vu que le manga est fini en fait. Je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire derrière. Alors il y a deux théories possibles. Alors, soit ils partent sur une adaptation de Retry, donc Alice in Borderland Retry, le spin-off. Le problème c'est que ça fait 2 tomes, il y a un jeu, en 3 épisodes grand max c'est fait. Donc on peut pas vraiment faire une saison 3 là-dessus, à moins de rajouter encore des trucs, mais bon, il y a vraiment une unité sur Retry, ce serait dommage d'en faire trop. Alors l'autre chose qu'ils peuvent faire, c'est essayer de tenter le Border Road, c'est pas du tout le même genre, mais quelque chose qu'on peut faire là-dessus. Alors, le problème c'est que c'est assez mystérieux, Border Road, je peux pas non plus dire trop ce qui se passe dedans sans dévoiler tout de suite la fin. C'est assez mystérieux, on a des personnages qui sont là dans un Borderland qui ressemble pas du tout à celui qu'on a vu nous dans le premier manga. Donc là ils n'ont pas des cartes à gagner, ils ont eux-mêmes des cartes et ils sont à Kyoto au départ, ils doivent aller jusqu'à Tokyo. Mais on n'a pas trop plus d'infos que ça au début, c'est vraiment après qu'on se rend compte du lien qu'il y a avec le pourquoi ils sont là, parce qu'en plus ils ont tous perdu la mémoire. Autant dans le premier ils se souvenaient de ce qu'ils avaient fait juste avant d'arriver, ils se souvenaient tous d'avoir vu un feu d'artifice. Dans le deuxième ils ont tous perdu la mémoire, ils ne savent pas trop pourquoi ils sont là, donc ça change beaucoup l'aspect, il y a moyen de faire quelque chose dessus, mais bon. Alors le truc qui m'inquiète c'est ce Joker à la fin de la saison 2. Alors, t'as pas vu la série entière, mais tu as lu la fin du manga. Oui. Donc tu sais qu'il y a un Joker qui apparaît donc, rapidement à la fin du manga. Alors en fait, la série se termine sur... ils sont revenus dans le vrai monde, ça finit bien. Et il y a un zoom qui est fait sur une table où il y a un jeu de cartes. Les cartes s'envolent, toutes sauf le Joker. Sauf le Joker. Et là, bon, les personnes qui n'ont pas lu le manga, disons, sont tous partis sur bah oui, il manque une carte. Il y a une carte qui n'a pas été jouée, il faut faire le jeu du Joker. Donc ils sont partis pas mal sur des théories comme quoi ils sont toujours à Borderland, mais ils s'en rendent pas compte. Ça me dérangerait beaucoup étant donné que la fin correspond à la fin du manga et qu'ils sont bien revenus dans le vrai monde. C'est un petit peu la seule info qu'on a, c'est ce gros plan sur le Joker à la fin. Il n'y a pas eu trop de dévoilement encore sur ce qu'il pourrait avoir. On sait juste que les 2 acteurs principaux reviennent. Ce qui donne quand même des indications. Ça veut dire qu'ils ne vont pas pouvoir être revenus complètement dans le vrai monde. Sinon, plus trop d'intérêt à la suite de la série, je pense. Et tout en sachant qu'il y a pas mal de mangaka qui reviennent à leurs premières amours. Et Alice in Borderland, je pense que ça a impacté la carrière de Aso Aro. Et souvent, il leur faut un petit peu de maturité, ou en tout cas de temps, pour digérer un petit peu une œuvre. Et rien n'exclut le fait que d'ici quelques années, Aso Aro reparte sur l'écriture d'une suite, ou en tout cas... Il a déjà fait 2 suites quand même. Voilà, alors oui et non, mais voilà, par rapport à cette histoire de Joker, ça peut peut-être aussi... Alors c'est plus compliqué parce que comme dans Retry, on voit Alice revenir à Borderland des années plus tard quand il est adulte, qui va se souvenir de ce qui lui est arrivé quand il était adolescent. On ne peut pas vraiment mettre un truc entre les deux, quoi. Enfin, si l'auteur écrivait quelque chose sur ce Joker, mais qui marche pas parce qu'il apparaît dans le manga, il n'y a pas cette question de carte en fait. Oui, il pourrait écrire quelque chose en faisant revenir le Joker, pourquoi pas. Déjà, probablement la saison 3 sera sortie avant. Et avant qu'il fasse une nouvelle suite. Ouais. Mais bon, ça pourrait pas coller à ce qu'ils veulent faire de toute façon, puisqu'ils veulent remettre les 2 acteurs principaux qui ont déjà leur suite. Même si c'est en 2 tomes, ils ont leur suite, on sait ce qui leur arrive plus tard. D'accord. Et on ne peut pas remettre un intermédiaire, ça me semble assez difficile à faire. Mais après, s'ils ont envie de le faire, ils arrivent. Oui, clairement. Et donc, bon, on a pas mal décortiqué Alice in Borderland. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Ou sinon, on pourrait parler aussi on a dit philosophie, mathématiques. Il y a d'autres séries, il y a d'autres livres sur lesquels tu as planché qui peuvent aussi se rapprocher de ces domaines de prédilection que tu as. Oui, alors bon, Alice in Borderland, c'est mon dernier, ça a été mon gros coup de cœur en manga. Avant ça, oui, j'ai travaillé sur Death Note. Donc j'ai écrit un livre sur Death Note qui a été le premier. C'est comme ça que je me suis mise au manga. Et j'ai remarqué que c'était une porte d'entrée pour pas mal de monde. Parce que c'est assez... Enfin, ça part vite en enquête policière. Il n'y a pas...
Par exemple, il y a pas mal de mangas où il y a vraiment une trace de la culture japonaise qui peut dérouter quand on commence à lire, ce qu'il n'y a pas du tout dans Death Note. C'est quand même assez vite un thriller dont on a l'habitude en tant qu'occidentaux. Donc j'ai l'impression que c'est quand même une porte d'entrée assez forte. Et puis c'est un manga qui a une certaine aura. Et oui, tu as raison, c'est vrai que sur ces 20 dernières années, que ce soit ça ou Fullmetal Alchemist, ce sont deux séries avec une potentialité philosophique, j'ai envie de dire, qui ont touché le grand public. Oui, alors en fait, Death Note, bon, j'ai découvert ça, j'ai commencé, le premier livre de pop philo que j'ai écrit, c'est pas le premier qui est sorti, mais c'est le premier que j'avais écrit, c'était sur Death Note, parce que je l'avais fait en cours en fait. Pour la question de la justice en philo, pour le programme de terminale, ça marche très bien. Donc j'avais fait un cours, j'avais passé un extrait de l'animé. Celui où les deux personnages terminent en disant chacun je suis la justice. Voilà. La justice, voilà. Chacun dit je suis la justice, chacun a pourtant une définition très différente de la justice. Donc j'ai fait un cours où j'ai commencé à faire réfléchir à partir de cet extrait sur ce qu'était la justice, un cours qui a vraiment très bien marché. Donc c'est pour ça qu'après je me suis dit bon je vais développer un petit peu, je vais faire un livre qui n'est pas très long parce que je voulais qu'il ressemble à un Death Note une fois imprimé. Donc c'est pour ça qu'il est tout en noir et pas très gros pour ressembler à un Death Note. Donc j'ai fait un livre là-dessus, je n'ai pas sorti tout de suite. Parce qu'entre-temps, l'époque où j'ai commencé à faire ça, c'est l'époque où le livre de la jungle est sorti en live action. Il y a eu un remake de Disney, qui avait aussi une grosse référence à un mythe de Platon, référence assez explicite, hein, je pense que c'est exprès. Et donc je me suis mise ensuite à écrire autour des Disney. Finalement, c'est le livre sur Disney qui est sorti en premier, et puis je suis revenue à Death Note après. Death Note qui est vraiment axé par contre philosophie politique et morale. Autant dans d'autres œuvres, enfin dans Disney, je peux prendre plusieurs films, je parle d'un petit peu de tout. Le but c'était vraiment pour les élèves de terminale. Death Note c'est vraiment axé le programme de philo politique de terminale. Et un peu plus. Ok. D'autres choses à rajouter On peut retrouver tes livres là-bas. Là-bas donc. Voilà, avec signature, autographe. Avec signature, autographe. Ouais. Il y a peut-être des questions. Il y a peut-être des questions en ligne. Ok. Bon, passe. Eh bien, on vous remercie beaucoup. Bonne fin de convention, Astonnet. Merci. Oh, c'est bon, on a fait presque 1 heure quand même. Comment ? On a fait presque 1 heure quand même. J'avais dit que plus d'1 heure, c'était beaucoup. J'enlève ça. Je sais pas ce qu'ils vont faire sur la scène après. Je ne sais pas. Hop, j'enlève ça. Oui, écoute. Il n'y avait plus personne à la fin. Il restait quelques personnes. Il restait Antoine, visiblement. Bonjour Antoine. Oui, hop, il restait quelques personnes quand même. Bon, je vais mettre ça en replay, donc je vais pas dire trop de bêtises sur la fin.